Et je vous souhaite une très bonne matinée à l'écoute de Radio J. Il est près de 8h35 et c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Ce matin, c'est l'invité d'Eva Soto. Eva reçoit Mathilde Philippe Gay, auteure de Peut-on juger Poutine? C'est un livre paru aux éditions Albin Michel. Mathilde Philippe Gay, bonjour. Bonjour Eva Soto. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Alors effectivement, le titre de votre ouvrage, c'est Peut-on juger Poutine? Vous êtes professeur de droit public à l'université Lyon 3 et vous travaillez sur la responsabilité des chefs d'État dans le monde. La question qui se pose plutôt à la lecture de votre livre n'est pas tant peut-on juger Poutine, mais pourquoi doit-on le faire ? Eh bien, on doit pour plusieurs raisons. D'abord pour les victimes, puisque dans ce livre, j'écris à une victime qui m'a posé une question. Cette victime, c'est une maman dont la fille a subi l'horreur absolue. Et cette maman m'a demandé, mais qu'est-ce que ça va changer pour moi que l'on juge Poutine? Donc déjà, on le doit aux victimes, et ça, je le montre à travers la progression de l'ouvrage. Pourquoi est-ce que c'est important pour elles? On le doit également au monde et à la paix mondiale, parce que malheureusement, nous sommes dans un moment décisif pour la paix mondiale. Si on ne rappelle pas une règle très importante en droit international qui est qu'il est interdit d'agresser un autre État, de porter atteinte à sa souveraineté, si on ne le fait pas maintenant, le risque, c'est que les agresseurs de demain se sentent libres d'agir en toute impunité. J'ai envie de vous poser une question un peu provoque. On n'a pas jugé George W. Bush, on n'a pas non plus jugé le président syrien Bachar al-Assad, qui pourtant a utilisé des armes chimiques. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait juger Vladimir Poutine ? Alors tout est explicable justement parce qu'on n'a pas jugé Bachar el-Assad, parce qu'on n'a pas jugé Vladimir Poutine pour ses actes antérieurs en Tchétchénie, en Géorgie et déjà en Ukraine, et parce qu'on n'a pas jugé George Bush, dont je raconte la vie dans le livre, George Bush qui quand même aurait dû être jugé, c'est une évidence. Et bien parce qu'on ne les a pas jugés, il faut maintenant juger Vladimir Poutine. Alors je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que jusqu'en 2018, le crime d'agression qui avait fait une première apparition à Nuremberg, et bien ce crime d'agression n'était pas de la compétence de la Cour pénale internationale. C'est seulement depuis 2018 qu'on peut dire que sa compétence a été activée. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment l'outil pour mettre en cause les principaux dirigeants auteurs de la décision de mener une guerre illégale. Maintenant, on l'a, depuis 2018. Donc, il faut absolument pouvoir mettre en cause Vladimir Poutine, qui a participé à la création de ce crime. La Russie de Vladimir Poutine a participé à la création de ce crime. Ce crime existe en droit russe. Donc, il faut absolument l'appliquer aux chefs d'État russes pour pouvoir l'appliquer demain aux autres grande puissance. Justement, vous dites ce crime d'agression existe en droit russe. Avant d'y revenir, un crime d'agression, qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça se manifeste? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce un crime? Alors c'est un crime depuis, alors je le disais, Nuremberg. Alors auparavant, à Nuremberg, ce crime s'appelait le crime contre la paix, ce qui montre bien ce que c'est. C'est un crime qui ne peut être commis que par des hauts dirigeants, par une personne qui est en mesure de contrôler effectivement l'appareil de l'État ou l'appareil militaire. Donc ce n'est qu'un haut dirigeant qui peut commettre ce crime, et il consiste en la préparation, le déclenchement, la planification d'une guerre manifestement illégale. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il est si important ce crime d'un point de vue de sa valeur? Parce que c'est celui qui entraîne tous les autres. Si vous n'avez pas la décision, comme l'a fait Vladimir Poutine, de mener une guerre illégale, vous n'avez pas de viol, vous n'avez pas de crimes, d'autres crimes, vous n'avez pas de destruction de toutes les infrastructures civiles, vous n'avez pas de meurtre horrible, et je vais le dire aussi, sans crime d'agression, vous n'avez pas de crime contre l'humanité, de crime de guerre, de crime de génocide. C'est le crime matriciel. C'est celui qui entraîne tous les autres. C'est pour cela qu'il est très important qu'il soit désormais reconnu depuis 2018. Alors il est en cours de reconnaissance en droit international, et c'est pour cela qu'il est si important de l'appliquer maintenant. Parce que sinon, encore une fois, les dirigeants de demain continueront à mener ce type de guerre et à commettre ce type de crime. Mathilde Philippe Gay, la question qui se pose aussi, c'est la forme que pourrait revêtir ce tribunal. Vous avez évoqué Nuremberg, c'est un peu la mère de tous les tribunaux internationaux. Je rappelle, Nuremberg, c'est ce qui a permis de juger les responsables nazis, avec le procès intenté par les puissances alliées contre les responsables du Troisième Reich pour crimes de guerre et contre l'humanité. Ce modèle sur la possibilité de juger Vladimir Poutine, est-ce qu'on peut en retenir quelque chose ou pas ? Oui.
Alors, certains pensent que Nuremberg a été un échec. Moi, je pense qu'au contraire, ce moment de Nuremberg est vraiment fondateur et cela doit nous servir de modèle actuellement. Alors, il faut savoir que depuis Nuremberg, évidemment, le droit international a évolué. Des chefs d'État ont déjà été jugés sur tous les continents. D'ailleurs, la Russie a toujours admis qu'on puisse juger des chefs d'État. Donc, des chefs d'État ont été jugés depuis Nuremberg. Et puis, depuis, il y a eu quand même beaucoup de développement du droit international. Mais ce que Nuremberg nous a appris, c'est qu'il était possible d'avoir une juridiction spéciale qui puisse juger selon les principes de la justice, même si on l'a accusée d'être une justice des vainqueurs, elle a respecté, cette juridiction a respecté les principes de la justice, les garanties du procès pénal. Et donc ça a montré que c'était possible de juger les plus hauts responsables des plus graves crimes en droit international. Alors peut-être la différence, c'est qu'actuellement, il y a une cour pénale internationale, une cour qui est stable, permanente. Simplement, cette cour pénale internationale n'a pas été reconnue, la Russie n'a pas ratifié le statut de cette cour. Et l'Ukraine a accepté sa compétence, mais pas pour le crime d'agression. Donc c'est pour cela qu'il faut faire comme à Nuremberg et créer, en plus de la cour pénale internationale qui jugera les crimes de guerre, les éventuels crimes contre l'humanité, les crimes de génocide éventuels qui seraient commis en Ukraine, eh bien, en plus de cette cour pénale internationale qui est très importante, il faut une juridiction pénale spéciale qui puisse juger les plus hauts responsables du crime d'agression cette fois-ci, et rapidement. Parce que ce crime d'agression, il a eu lieu. C'est terminé. Il a eu lieu. Donc on peut le juger, on a les preuves. Mathilde Philippe-Gay, il est souvent question quand on parle de droit, de froideur. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'un des pères du droit international, c'est le juriste américain Raphaël Lemkin, d'origine juive polonaise, qui a introduit les notions de barbarie et de vandalisme dans le corpus juridique, notamment en forgeant le concept de génocide. Génocide, c'est souvent une accusation qu'on entend contre Vladimir Poutine. Vous qui êtes spécialiste en droit, est-ce qu'elle vous semble une réalité et surtout est-ce que ça vous semblerait, parce que c'est aussi la question, efficient de poursuivre Vladimir Poutine pour génocide? Alors, le crime de génocide n'est pas un crime anodin. Certains le décrivent comme le crime des crimes. Évidemment, par référence aux crimes antérieurs, aux génocides antérieurs. Alors, est-ce qu'on peut le reprocher pour l'instant à l'Ukraine? Alors, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir prouver qu'il y a eu l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe national, racial, religieux, ethnique. Donc il faudrait apporter cette preuve-là. Pour l'instant, on ne peut pas le faire. J'espère que, bien sûr, cette intention génocidaire ne pourra pas être prouvée. Mais si c'est le cas, évidemment, la Cour pénale internationale sera compétente. Ce sera au procureur de juger s'il y a les éléments pour cela. Mais il faut prouver cette intention génocidaire et c'est extrêmement complexe. Et juste sur Raphaël Lemkin, il me revient une anecdote qui est peut-être assez éclairante sur ce qu'est le génocide. Ce qu'il raconte dans ses mémoires, c'est que quand il était petit, sa mère lui avait lu Quo Vadis, qui raconte donc les chrétiens qui sont jetés au lion. Et il avait demandé à sa mère, mais pourquoi les chrétiens ne font pas appel à la police? Et sa mère lui avait dit, mais que penses-tu que la police peut faire? Et en fait, plus tard, il a expliqué que le génocide, s'il avait mis en place aussi ce concept de génocide, c'est parce qu'il fallait protéger les peuples, les personnes d'un groupe lorsque elles étaient exterminées ou qu'on voulait les exterminer, les persécuter et que la police de l'État ne pouvait plus rien faire. Et c'est vraiment symbolique sur le génocide, c'est vraiment un crime particulier lui aussi. Pour juger le président Poutine, encore faudrait-il l'arrêter? Parce que quand on parle de jugement, on parle d'arrêter, mais il y a aussi, et ça on y pense moins, la possibilité de juger quelqu'un par contumace, c'est-à-dire en son absence. Dans ce cas précis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la contumace, même si on n'arrête pas le président Poutine pour crime d'agression, est-ce que la contumace, ce serait efficient aussi en termes de justice? Oui, alors déjà, est-ce qu'on peut l'arrêter? Il y aurait 3 possibilités pour pouvoir l'arrêter. La première serait une transition, pas forcément démocratique, mais une transition politique. Bon, à ce moment-là, il serait remis comme Milosevic l'a été en 2000. Milosevic, personne ne pouvait imaginer qu'un jour, il serait remis à une juridiction pénale spéciale pour être jugé. Et pourtant, il l'a été. Donc ça, c'est possible. C'est la première possibilité, une transition dans le pays. La deuxième possibilité, c'est une trahison.
il soit trahi et remis, pareil, à la juridiction pénale spéciale ou à la Cour pénale internationale à cause d'une trahison. La troisième possibilité, j'y crois un peu moins, ce serait l'invasion du territoire russe et qu'on vienne le chercher. Bon, ça, donc ce sont les possibilités. Et attention, on a toujours dit que c'était impossible pour les chefs d'État. Il y a eu de nombreux chefs d'État jugés depuis 45. Ça a toujours finalement été possible. Alors, est-ce qu'on peut le juger en absence, en attendant? Alors moi, je me prononce contre, mais voici les arguments des personnes qui sont pour. Elles estiment qu'il faut qu'un procès se tienne coûte que coûte, que la vérité émerge et qu'il y ait un verdict. Donc pour ces personnes-là, il faut un procès en absence. Moi, je préfère que l'accusé soit présent pour qu'il puisse se défendre, parce qu'un procès, eh bien, on écoute l'accusé se défendre, il a un avocat, et puis il y a une règle en droit international, c'est que s'il y a un procès en absence, eh bien, généralement, il a le droit ensuite, l'accusé, à un nouveau procès. Donc, autant le faire en une seule fois, à mon avis. Et puis surtout, un procès, c'est évidemment, je demande à ce que je conclue, je vais spoiler les livres, mais peut-on juger Poutine? Moi, j'ai conclu qu'on doit le juger. On peut et on doit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on doit le juger en présence absolument. Merci beaucoup Mathilde Philippe-Gay. Donc, peut-on juger Poutine, paru aux éditions Albin Michel. Quand on parle de la froideur du droit, on en ignore souvent sa dimension fondatrice et on la retrouve dans ce livre, notamment puisque vous le dédiez, que vous vous adressez aux victimes de cette guerre. Merci beaucoup Mathilde Philippe-Gay. Merci.